Bonsoir Vincent Jeanbrun. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va détailler ce plan d'urgence pour le logement annoncé cette semaine par Sébastien Lecornu. Mais d'abord l'actualité. On l'a entendu dans le journal, c'est la mort d'Alex Pretty, cet infirmier américain de 37 ans qui a été tué. On a vu les vidéos. La police fédérale de l'immigration à Minneapolis, police anti-immigration. Même si les autorités accusent les autorités locales du Minnesota d'avoir jeté de l'huile sur le feu et accuse Alex Pretty d'avoir voulu se livrer à des violences. Il y a une sorte de combat des narratifs ce soir. Comment vous réagissez à ces vidéos ? Très compliqué de réagir pour moi parce que tant qu'on n'a pas le détail précis de l'affaire, je me garderai bien de donner un jugement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des tensions qui montent aux États-Unis, on le sent. On voit qu'il y a des clivages de plus en plus forts et il y a quand même un climat qui n'est pas beau à voir. Donc j'espère que les choses pourront s'apaiser. Anti-immigration, est-ce que vous la condamnez en tant que telle, dans ses missions, dans ses méthodes ? Je n'aimerais pas que les États-Unis condamnent nos polices, donc il ne m'appartient pas là aussi de condamner. On a déjà assez de sujets sur lesquels s'affronter politiquement avec le discours américain actuellement. Donc, mais ce qui s'est passé là-bas est inenvisageable en France un jour ? Je veux croire que c'était inenvisageable et surtout qu'on fera tout pour faire en sorte de garder un esprit de concorde dans notre pays. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment aux États-Unis qu'il y a vraiment des populations qui s'affrontent. Oui, mais là, vous avez l'air de renvoyer tout le monde dos à dos. C'est quand même le gouvernement qui a créé cette milice et qui a couvert un crime, quand même. En l'occurrence, c'est pas la population. Vous comprendrez parce que le gouvernement, il ne m'appartient pas de condamner tel ou tel enjeu et encore moins les polices d'autres pays. Ce qui est certain, c'est que, encore une fois, on a le modèle français, qui est un modèle très différent de celui des États-Unis. Je pense qu'il est important qu'on sache le défendre. Alors, on y va sur le logement. Il est très ambitieux, ce plan d'urgence, l'un des plus radicaux, dit le Premier ministre de ces 10 dernières années. On va afficher à l'antenne les différentes mesures. Mais d'abord, 2 millions de logements en 4 ans. C'est énorme. Ça fait 125 000 logements sociaux dès cette année. Est-ce que vous ne craignez pas de vous être engagé dans des objectifs que vous ne pourrez pas tenir ? Non, d'abord parce que c'est pas le gouvernement tout seul qui prend ses engagements, c'est ce que j'ai appelé l'équipe de France du logement. On a réuni autour de nous tous les professionnels, ceux de la construction, ceux de l'investissement immobilier, ceux du logement social, et tous ceux qui de près ou de loin participent à ce grand mouvement. Il faudra également qu'on soit accompagné et soutenu par les élus locaux pour faire en sorte d'atteindre les 400 000 logements qui nous permettront... Mais 400 000 par an, c'est énorme. Alors, c'est construire beaucoup. 400 000 logements chaque année. Je vous rassure, on en construit déjà plusieurs centaines de milliers actuellement, mais avec la première mesure qui est ce que j'appelle le choc d'investissement, avec une mesure fiscale qui va permettre aux Français, aux petits épargnants d'investir dans la pierre et que ce soit rentable. Où vous la trouvez l'argent ? Déjà, on a pour projet de produire, en plus de ce qu'on produit déjà, 50 000 logements neufs. Vous les trouvez où, les 500 millions d'euros? Non, mais c'est important de se dire, parce que vous nous dites 2 millions de logements d'ici 2030, est-ce qu'on va y arriver? Alors après, vous ne serez peut-être plus au gouvernement d'ici là. Certainement, c'est pour ça que je dis que c'est toute cette équipe de France du logement qui doit y arriver. Donc d'abord, ça sera une réussite collective et on y sera. Et puis ensuite, le rôle du gouvernement, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de blocage et que tout le monde soit pleinement mobilisé. Et donc, je l'ai dit à tous les acteurs du logement, tous les 15 jours et de manière très régulière, nous nous réunirons pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que les Français investissent? Est-ce qu'il y a des simplifications qui peuvent être portées? On va parler des simplifications, etc. mais les 500 millions... C'est important, mais c'est quand même important de le dire. Vous avez raison de poser la question. Le politique, parfois, il dit, il annonce, et puis derrière, c'est pas suivi. Moi, je prends l'engagement devant vous et devant vos téléspectateurs. Les financements. On va suivre le dispositif. Il n'y a pas un petit paradoxe dans cette affaire, parce que c'est la 10e année de mandat de Emmanuel Macron, et c'est la 9e année qu'on dit « il y a une catastrophe, le logement, il faut absolument faire quelque chose, etc. » Mais pourquoi ça n'a pas été fait dans les 9 années qui viennent de s'écouler? Ministre du Logement, vous oui, je sais, mais enfin, c'est une remarque désagréable, mais assez juste. Moi, je viens juste d'arriver dans les fonctions gouvernementales. J'ai été maire, vous le savez, élu local. J'ai beaucoup travaillé sur cette problématique du logement, qui était un enjeu complexe dans ma commune. Et j'arrive avec cette expérience-là. J'ai à mes côtés, ou plutôt j'ai l'impulsion et le soutien du Premier ministre, qui lui-même a été un élu local, qui sait à quel point la question du logement, elle est fondamentale, et qui partage le fait que, il faut un choc d'investissement. On fait cette mesure fiscale qui fait que l'épargne des Français revient dans le logement. 2, il faudra l'accompagner plus largement de différentes mesures, à savoir
un choc de simplification. Mhm. Il faut que ça soit plus On y simple vient. de construire dans notre pays. Juste sur l'épargne des Et Français, un vous choc avez de vu qu'il y a confiance. une décollecte, que le livret A n'est plus aussi, alors ça reste la première source d'épargne des Français, mais malgré tout, les jeunes se retirent du livret A. Ce n'est pas un problème pour le financement du logement social. C'est toujours le livret A qui sera fléché vers le logement social. 500 millions d'euros supplémentaires alloués à 700 bailleurs sociaux pour rénover et construire. Il y a deux choses. D'abord, le livret A, c'est vrai que quand il baisse, les Français peuvent se dire c'est un peu dommage. Par contre, pour le monde du logement social, c'est plutôt un avantage. Donc, Ouais. ça vient créer plus de souplesse pour le monde du logement social. Et au-delà de ça, vous avez raison de le rappeler, dans le plan de relance du logement, dans ce plan d'urgence qu'on a souhaité avec le Premier ministre, il y a deux volets. Le soutien au logement privé, la construction de logements privés, Ouais. la réhabilitation de logements anciens, qui ont vocation à rester dans le parc privé, et puis le soutien au logement social, 500 millions dès le budget 2026, qui permettra là aussi de participer à cette production de 2 millions de logements en France, Ouais. parce que quand on parle de 2 millions de logements d'ici 2030, c'est de la construction neuve, c'est de la réhabilitation à neuf, et c'est du logement social aussi. Chose importante pour moi, c'est que on n'est pas uniquement dans une mesure fiscale qui permettrait à des Oui, parce que citoyens de défiscaliser. il On est va y dans une avoir un logique- nouveau Vous statut. pouvez nous dire, si on investit 100 dans un nouveau logement, c'est ça, Voilà. combien on économise? Alors, juste peut-être avant de terminer ma phrase, qui consiste à dire, on a souhaité avec le Premier ministre du logement partout et pour tous. Donc un dispositif qui n'est pas zoné, contrairement à ce qu'avait le Pinel, et avec Alors, attendez, l'idée pas trop que technique. ce soit... Pas zoné, C'est un avantage fiscal. Ouais, j'y pour le viens, dire. mais c'est important pour les Parce téléspectateurs. que le Pinel, Il y c'est a pas pas- forcément clair pour tout le Il monde. n'y a pas de zonage. En gros, on peut investir ce dispositif partout C'est partout. en France. Et ensuite, c'est dans une logique de loyer abordable. Ça veut dire qu'en échange de la De réduction l'avantage d'impôt, fiscal, oui. on s'engage à avoir un loyer qui est abordable. Et d'ailleurs, si vous êtes sur un loyer, ce qu'on appelle intermédiaire, vous avez un avantage fiscal. Si c'est du loyer social, vous avez un avantage plus important. Et Du si très c'est très social, cher, c'est encore et si plus c'est très cher, important. vous n'avez pas d'avantage. Si, un peu quand même. Il faut forcément que ce soit intermédiaire. Si vous êtes sur Au-dessus, ça marche. un loyer qui n'est pas dans les classes intermédiaires, c'est-à-dire des loyers auxquels sont éligibles à peu près 70% des Français, à ce moment-là, non, il n'y a pas d'avantage fiscal. Donc moins d'impôts Alors, pour ceux qui investissent dans le donc, privé, voilà. dans le logement à destination On locative. économise par Dis- rapport à ce qu'on investit. Je ne veux pas rentrer dans quelque chose de trop technique, heureusement. Ah il y a bah là, beaucoup mais de c'est très professionnels simple, de ça, l'immobilier et de banquiers qui pourront accompagner les investisseurs. Mais globalement, vous achetez un bien, sur la valeur de ce bien, vous avez un taux qui s'applique en fonction justement du loyer, ce qui est intermédiaire, social, très social. Ça vous donne un amortissement qui permet tout simplement de faire en sorte que les impôts que vous auriez dû d'abord payer Ils sont sur réduits les d'autant. revenus, exactement, sur les revenus des loyers sont réduits dans la limite d'un plafond de 8 000 à 12 000 euros en fonction des taux. Et si jamais cette réduction, elle est négative, en fait, vous avez tout amorti et en plus il y a un déficit, eh bien ce déficit, vous pouvez le mettre sur vos revenus globaux, c'est-à-dire les revenus de votre salaire. Donc, dit simplement, c'est la mesure la plus puissante qu'on ait jamais eue ces 10 dernières années. Donc, vous pouvez dire aux Français qui se disent « j'ai un peu d'épargne, est-ce que ça vaut le coup de la sortir pour investir dans la pierre ?» Bah, désormais, si les députés nous permettent d'avoir le budget la semaine prochaine et que le gouvernement peut mettre en place dans les jours qui suivent ce dispositif, oui, ça vaudra le coup Mais dans ça notre fait pays un manque à d'investir dans la gagner pierre. important pour l'État. Alors, d'abord, quand on relance le logement dans notre pays, comme on dit souvent, vous savez, quand le logement va, tout va, vous avez des emplois à la clé. On en a détruit des dizaines de milliers ces 2 dernières années avec la crise du logement. Là, non seulement on conserverait dès l'année 2026 ceux qui étaient un petit peu en balance, et puis surtout, on pourra recréer du logement. Premier avantage. Et pour les finances d'un pays, recréer du logement, c'est important. On recrée des contrats, donc des entreprises qui ensuite vivront mieux et donc paieront des recettes, produiront des recettes pour l'État. Et puis vous avez au moment de la vente des rentrées de TVA tout de suite pour l'État. Donc en réalité, on gagne d'abord et ensuite, effectivement, sur plusieurs années, on a cette réduction fiscale qui fait que c'est une moindre recette à rentrer. Mais moindre recette sur un projet qui a été construit. Parce qu'on peut aussi se dire que si les Français ne construisent pas du tout de logements, bon, bah, il n'y aura pas de recette en face. Et Donc, sur le logement social, ça coûte un peu, mais ça rapporte. L'INSEE a tendance à démontrer que quand vous investissez sur le logement, sur la construction, vous rapportez plus que 1. sur le logement social, vous voulez remettre en cause la loi SRU Non, qui oblige c'est pas les le communes sujet. de plus de 120 000 habitants à on a avoir au eu moins un- 20%
dans leur commune de logement Vous voulez social. mettre un plafond dans les endroits où il y a beaucoup de HLM. C'est même plus complexe que ça, la loi SRU, parce qu'il peut y avoir des communes plus petites qui sont touchées par cette ambition de dire, là où il y a une zone très dense, il est important qu'il y ait un pourcentage de logements sociaux. Aujourd'hui, en fonction d'un certain nombre de critères, ça peut être un objectif de 20% de logements sociaux, dans d'autres 25% de logements sociaux. Oui, mais c'est pas appliqué. Moi, vous savez, je suis un enfant du logement social. J'ai grandi dans une barre HLM de la commune de l'Haye-les-Roses où je suis devenu maire après. Et je ne vais pas vous dire du mal du logement social. En revanche, ce qui est important, c'est que là, encore une fois, on soit dans une logique du logement accessible partout et pour tous. Ça veut dire du logement social là où il faut en faire. Et peut-être se poser la question. Limiter dans certains endroits. Aujourd'hui, c'est dans aucun texte de loi. Là, on peut y réfléchir. C'est une idée que vous avez lancée. Une opinion personnelle et c'est aussi une expérience puisque la région Île-de-France, Valérie Pécresse avait voulu un bouclier qui dit au-delà d'un certain pourcentage de logements sociaux, on arrête de financer du logement social pour éviter d'en mettre toujours au même endroit. Vous dites 30%, n'est-ce pas? Non, c'est quelque chose qui mériterait d'être mis en débat. Donc c'est un plafond, en tout cas. C'est de se dire il y a un minimum. On peut se poser la question d'un maximum, mais là, aujourd'hui, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est de relancer le logement en France. Les Français ont énormément de mal à se loger. Et quand on a du mal à se loger, c'est les études qui en pâtissent, c'est la vie de famille, c'est le travail. Est-ce que l'encadrement de loyer est un obstacle à la C'est-à-dire construction? Beaucoup de gens disent ça. Écoutez, on aura, j'espère, la réponse très bientôt, puisqu'on a lancé une mission d'évaluation. Vous êtes plutôt hostile à l'encadrement. Des professionnels qui vont justement nous donner, dans quelques mois, un rapport qui permettra une évaluation de l'expérimentation qui a eu lieu. Alors, vous savez, il y a eu des villes en France il y a des villes qui ont mis en place place Paris, notamment. À Paris, à Lille. Voilà. Moi, je suis un peu plus mesuré que la position que vous me prêtez. Non, c'est une question. J'ai été maire à titre personnel, je n'ai jamais mis en place l'encadrement des loyers. J'ai tendance à penser, et c'est ça qui va être intéressant de vérifier, que quand on plafonne les prix, c'est l'offre qui est impactée. Bon, l'étude est censée nous dire si c'est vrai ou pas. Sauf dans les endroits où l'offre est manifestement insuffisante et ça fait exploser les prix. Moi, je suis toujours dans une logique de faire confiance aux élus locaux et aux maires. Et vous avez des élus locaux, quand on parle de l'encadrement des loyers, qui nous disent, moi je suis par exemple maire dans une ville frontalière à la Suisse. On ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment loger les familles, ça explose. Bien, peut-être qu'il peut y avoir du sens de mettre dans la boîte à outils des maires un dispositif qu'ils peuvent ou pas activer. Parce qu'encore une fois, moi je suis pour qu'on leur fasse confiance. Mais par contre, de grâce, pas de généralisation et pas d'encadrement des loyers partout en France. C'est le maire et son conseil qui décident, pas autrement. On dise un mot sur les normes, la simplification, parce que c'est vrai que le logement, c'est un maquis. D'ailleurs, Sébastien Lecornu dit qu'il faut arrêter d'emmerder les Français, il veut reprendre la méthode de Notre-Dame. Qu'est-ce qui va être supprimé très concrètement? Par exemple, le diagnostic de performance énergétique. Quand vous avez des passoires thermiques, elles sont classées G ou elles sont classées F. Est-ce que c'est fini? Non, c'est pas fini. Ce qu'on dit avec le Premier ministre, c'est qu'effectivement, il faut arrêter déjà de rajouter des normes là où il y en a déjà beaucoup. Et puis, il y a quand même une bonne nouvelle. En France, nos normes de construction actuelles, sans en rajouter, fait que nous sommes déjà les mieux-disants au monde. Pas d'Europe, du monde. En termes d'impact environnemental, en termes de confort. C'est extraordinaire. Mais justement, peut-être que ça vaut le coup. Continuer à louer. Ça vaut le coup de faire une pause. Non, mais juste déjà sur les normes de construction, parce qu'on parlait du Notre-Dame. Nous, ce qu'on défend, c'est l'idée d'avoir les Jeux Olympiques du logement et le Notre-Dame de la construction. Alors, qu'est-ce qu'on enlève comme norme concrètement? On n'enlève pas l'ambition écologique, on n'enlève pas l'ambition de la qualité de construction. Par contre, comme au JO, on réduit les procédures administratives. On n'en peut plus, c'est beaucoup trop long. Pour les Jeux Olympiques, on a pu aller très très vite et on a construit de la qualité. Et sur le Notre-Dame de la construction, c'est tout un tas de normes, je ne rentre pas dans le détail, mais où on doit calculer l'impact de chaque micro-matériel, etc. Aujourd'hui, on peut le faire de manière beaucoup plus simple, avec notamment des outils numériques et digitaux, qui permettraient aussi de gagner beaucoup de temps, moins de paperasse, plus de production. Ça, c'est MaPrimeRénov', ça intéresse les Français. Ensuite, vous n'y touchez pas? Non, les aides seront les mêmes? Au contraire, on continue dans le budget logement et on défend MaPrimeRénov'. Je vous parlais de différents chocs sur le logement tout à l'heure, le choc d'investissement, le choc de simplification, le choc de confiance. Donc le montant des aides est sanctuarisé. Et le choc écologique, parce que quand on construit du logement neuf dans notre pays, c'est des logements de très bonne qualité. Et quand on rénove, comme je le disais tout à l'heure, puisque y compris l'avantage fiscal dont on parlait tout à l'heure, sera applicable sur l'ancien, à condition qu'on y fasse des travaux de rénovation importants. Donc oui, on défend MaPrimeRénov'. Sur le DPE, vous en avez parlé, c'est ce fameux diagnostic de performance énergétique. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que on va sortir potentiellement 700 000 logements du marché de la location dans quelques temps. C'est pas
envisageable. On ne peut pas d'un côté vouloir mettre 2 millions de logements à la production et puis avoir peut-être potentiellement 700 logements qui sortent. Donc, l'idée, elle est simple, c'est de se dire, on ne renie pas l'ambition écologique, simplement on laisse un délai aux propriétaires à condition qu'ils s'engagent à faire les travaux sous 3 ou 5 ans. Ça nécessite une loi. Ça nécessite une loi. Je le dis aux téléspectateurs. Il faut que cette loi soit votée. Elle a déjà été votée au Sénat. On fait en sorte, j'espère, au mois de mars, la faire voter à l'Assemblée. Donc les propriétaires de passoires thermiques auront 5 ans pour la mettre aux normes. Donc ça, c'est si la loi est votée. L'ambition, c'est de faire en sorte qu'on signe un contrat avec le propriétaire et on dise, si vous rénovez, dans ce cas-là, vous pouvez continuer à louer. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, notre objectif, c'est des logements performants d'un point de vue énergétique, pas de punir des propriétaires. Donc, si vous donnez beaucoup d'air aux propriétaires en question. Mais c'est surtout, ça laisse du temps, 5 ans. On leur donne les moyens financiers de lancer la réhabilitation. Parce que certains n'ont pas anticipé, se retrouvent un petit peu au pied du mur, et si on leur dit, vous pouvez plus louer, il n'y a plus de rentrée d'argent, et donc plus la capacité de rénover le logement. Alors, vous l'avez dit, vous avez été longtemps maire de l'Haye les Roses, on se souvient de votre livre, et ce qui s'était passé pendant les émeutes vous concernant. Vous êtes aussi ministre de la politique de la ville. Je voudrais qu'on parle un peu de la lutte contre le narcotrafic. Vous êtes à chaque fois aux côtés du ministre de l'Intérieur dès qu'il y a un déplacement sur le sujet. Vous souhaitez l'expulsion des locataires délinquants condamnés. C'est ça ? Oui, comment ça va se mettre en œuvre ? Expliquez-nous. C'est un des éléments, parce que si on veut tourner la page des émeutes et si on veut faire en sorte qu'on vive mieux et bien dans nos quartiers populaires, c'est pas uniquement l'aspect répressif qu'il faut avoir en tête. Mais c'est évidemment un pilier, et ramener la sécurité dans ces quartiers, c'est la première étape. Et ensuite, il faut qu'on travaille collectivement à replanter le drapeau de la République dans ces quartiers et faire en sorte que la méritocratie républicaine retrouve tout son sens. Mais si on vient sur la question sécuritaire... Pas de HLM pendant 10 ans pour les narcotrafiquants, j'ai pu lire. Alors, d'abord, vous avez la loi de narcotrafic qui a été votée. Cette loi de narcotrafic, elle permet pour une personne condamnée pour narcotrafic de l'expulser très rapidement de son logement social. Ça existe déjà, mais ça ne concerne que les crimes liés spécifiquement au narcotrafic. Moi, je considère qu'on doit pouvoir l'étendre à tous les crimes graves, à tous les faits graves, parce que, je vous donne un exemple tout bête, mais un individu qui, armé d'un bâton clouté, passe à tabac un voisin, c'est pas narcotrafic, donc il est condamné, mais il continue à bénéficier de la solidarité nationale en matière de logement social. C'est pas logique. C'est cette personne-là condamnée que vous l'expulsez, pas toute la famille. Oui. Après, ça pose la question, effectivement, de savoir si la famille entière est liée ou pas. Dans le cas du narcotrafic, par exemple, vous pouvez avoir des preuves manifestes du fait que la famille entière était connectée. Mais effectivement, encore une fois, l'idée, c'est pas d'être inhumain, c'est vraiment de se dire, on manque de logements sociaux dans notre pays. J'ai connu en tant que maire des mamans avec enfants qui dormaient dans leur voiture et qui attendaient un logement social. Et à côté de ça, vous avez des personnes qui ne respectent pas les lois de la République. Donc, pas de solidarité nationale on peut faire avec ça, ceux qui ne respectent pas. Parce que c'est une double peine, du coup. Je ne dis pas que je suis contre, mais il y a une logique à dire les Françaises et les Français qui respectent les règles de droit, les méritants, ils sont prioritaires sur le logement social. Vous avez deux choses à avoir en tête. On pourrait, par la loi, comme on l'a fait pour le narcotrafic, avoir cet outil. Donc, vous pourriez dire sur le narcotrafic qu'il y a déjà cette double peine. Moi, je considère qu'il y a une logique. Et puis, il y a un projet que je porte, et on verra si dans les semaines qui viennent, on pourra le faire passer dans un texte de loi. Mais c'est cette idée d'avoir non plus un bail social à vie, mais l'idée que tous les 3 ans, le locataire et le bailleur font un point pour savoir si ça continue ou ça s'arrête. Alors ça mérite une loi et c'est pas forcément oui, tout à fait, votable en l'état, ça passe pas forcément à l'Assemblée telle qu'elle existe aujourd'hui. Une idée que ce soit gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le locataire puisse avoir aussi plus d'outils pour avoir, c'est-à-dire faire pression sur le bailleur. J'ai fait encore tout récemment un déplacement dans le Val-de-Marne où il y avait des conditions indignes de logement, des moisissures partout. Pourtant, c'était un logement social. Ce n'est pas acceptable. L'idée qu'on puisse mieux défendre les locataires me paraît fondamentale. En contrepartie, le bailleur peut dire, tous les 3 ans, on peut faire tourner le parc. Est-ce que vous êtes toujours au niveau de revenus qui permettent d'envisager de vous maintenir dans le logement social? Est-ce que la taille de la famille a changé, oui, non? Et est-ce que le comportement, et c'est là où j'en reviens à cette question-là, a évolué ou pas? Sur la mesure, j'ai lu des acteurs du logement social qui disent vous avez des gens très précaires, des gens qui le sont un peu moins, donc vous allez remplacer des gens qui sont précaires, mais un peu moins que les autres, vous les faites partir
pour mettre les autres. Donc c'est une bataille entre précaires, votre affaire. Là, vous évoquez un sujet, c'est la question du surloyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous gagnez un petit peu plus que les plafonds, on vous met un loyer un tout petit peu supérieur. Et parfois, il y a aussi le fait de dire aux gens de partir. Et parfois, on a eu ce débat qui consistait à dire s'il y a du surloyer, vous libérez la place. Mon sujet, il n'est pas là. D'abord, 2 choses par rapport à cette mesure. La première, je souhaite que ce soit les bailleurs qui aient la main. C'est pas le politique qui décide, c'est le bailleur social qui a un outil. Tous les 3 ans, il décide si oui ou non il donne congé aux locataires. La vocation d'un bailleur social, c'est de faire preuve de solidarité. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des bailleurs sociaux qui mettraient dehors les gens pour le plaisir de les mettre dehors ou de mettre des précaires en concurrence avec d'autres précaires. Ce n'est pas le sujet. Si vous avez des troubles de jouissance fréquents, par exemple, on peut dire ça fait 3 ans que vous vous embêtez toute la vie du quartier, vous n'êtes plus prioritaire par rapport à d'autres. Et ensuite, sur le revenu, pardon, parce que c'est toujours un peu technique ce monde du logement. Il faut qu'on parle un peu politique, il nous reste 5 minutes. Très sociaux, intermédiaires. On peut dire à une famille qui est dans le très social, écoutez, en fait là, vous venez de passer 3 ans dans le très social, fort heureusement vos revenus ont augmenté et vous changez de catégorie. On vous propose de déménager dans un logement avec un loyer un peu plus élevé, mais social. Comme ça, vous libérez le très social pour les gens qui sont plus précaires. Peut-être un peu plus tard l'intermédiaire, etc., avec un vrai parcours résidentiel. Sébastien Lecornu est sauvé. On va parler politique à présent, mais sans panache, puisque même si les motions de censure ont été rejetées, le 49.3 restera, vous le regrettez, vous l'admettez comme une promesse non tenue? D'abord, on n'est pas sauvé. Il y a eu une première motion de censure qui a été rejetée. Il en restera probablement 2 autres encore la semaine dernière. Donc, mais si les socialistes font la même chose, à chaque fois, ça devrait passer. Beaucoup de responsabilités. Moi, je pense que comme tous les Français, on ne peut que regretter que les parlementaires n'aient pas réussi à aller au bout du dialogue et de la discussion, et qu'au fond, ce qui est possible dans d'autres pays, pour le moment, ne l'est pas encore dans le nôtre. Le fait qu'on avait voté collectivement le budget de la sécurité sociale était plutôt porteur d'espoir. On se dit, tiens, il y avait des gens qui ne pensent pas pareil, qui ne sont pas d'accord sur tout, loin s'en faut, mais qui, dans l'intérêt du pays, étaient capables d'avancer. Il est meilleur ce budget, parce que vous avez entendu Bruno Retailleau. Je rappelle quand même que c'est le patron de votre parti. Vous êtes toujours aux Républicains, même si vous êtes au gouvernement. Suspendu, vous avez, j'imagine, continué de cotiser. Il dit que c'est le budget des socialistes. Il dit même que c'est les socialistes qui gouvernent. Si on est honnête, ce budget, il n'est ni de gauche ni de droite. Il est un compromis qui fait que chacun a eu des gains, et puis il y a des sujets sur lesquels on est moins d'accord. La vérité, c'est que quand la gauche dit c'est un budget de droite et quand la droite dit c'est un budget de gauche, c'est que probablement il est un peu au milieu de tout ça. Il est meilleur, selon vous, que la copie initiale ? Oui ou non ? La conclusion, évidemment, c'est un compromis. Donc c'est mieux que la copie de départ. Mais moi, je vois la droite républicaine, puisqu'on parle de Bruno Retailleau. Ils ont obtenu énormément de gains. On s'est battu pour que les Français qui travaillent n'aient pas d'impôts. Ça tombe bien, les ménages n'ont pas d'impôts supplémentaires. L'électorat de la droite, vous le savez, ce sont quand même les patrons, les chefs d'entreprise, y compris les petits chefs d'entreprise. Il y a bien sûr cette surtaxe qui est maintenue, ça c'est les très grands groupes sur les bénéfices. Très grands groupes. D'accord, mais sur les impôts de production, les petits patrons attendaient de la droite, dont vous êtes, pour qu'ils baissent enfin, c'était un engagement du gouvernement. Et gain de cause pour qu'il n'y ait pas de... La CVAE, elle ne va pas baisser. Sur les entreprises, et même sous le gouvernement Barnier, on avait eu une surtaxe, y compris sur des entreprises de taille intermédiaire. Les impôts de production. On a pu le faire. Il fallait les baisser, ils baisseront pas, ça c'est un fait. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas un budget de droite. Mais vous l'entendez, cette colère des petits patrons, est-ce qu'elle vous inquiète ? Trop, c'est trop. Il y a une tribune de plus de 2000 patrons qui a été signée. Moi, je veux dire, je comprends toutes les tribunes et le fait que chacun dans ce pays se dise on demande toujours des efforts en même. Ça, je peux le comprendre, évidemment. Mais d'un autre côté, on a payé pour voir le prix de l'instabilité. Quand le gouvernement de Michel Barnier a été censuré, on a vu ce que c'était de rester des mois avec une loi spéciale. On a vu ce que c'était de voir les marchés financiers qui, du jour au lendemain... Il a le mérite d'exister, ce budget. Il fallait en sortir. La stabilité, elle sécurise les entreprises bien plus que... Dernière question, rapidement. Et les futurs projets de loi pour le travail parlementaire, vous anticipez les mêmes lenteurs et les mêmes difficultés sur ce que le gouvernement va proposer maintenant ? Il reste minoritaire. C'est un peu différent, mais ce qui est certain, c'est que si le gouvernement a encore quelques mois devant lui pour continuer le travail, on va avoir des textes extrêmement importants, un texte sur les enjeux de sécurité, la
proximité avec les polices municipales, quelque chose que j'avais appelé de mes voeux après les émeutes, donc très heureux qu'on le présente au débat parlementaire. On aura des enjeux sur la justice. Gérald Darmanin défend un projet de loi là aussi. Et ça devrait être un peu moins enlisé que sur le budget. Et en fait, on a eu un temps particulier là, avec le budget. L'idée, c'est d'être ensuite utile au pays et de continuer à ça. D'un mot, Retailleau-Wauquiez, Lisnard, en 2027, vous avez fait votre choix. Ça sera LR pour vous ? Pas forcément. Le sujet pour moi, c'est que le bloc central et la droite doivent avoir un candidat unique. Donc une primaire commune. Très clair. Merci beaucoup. Merci Vincent Jeanbrun Merci à vous. d'avoir été notre invité ce soir.